Bonjour à vous. Alors, nous voici dans une petite vidéo qui est un petit peu la vidéo à la mode à ce moment-ci de l'année, c'est-à-dire le fameux bilan de mi-année ou comme depuis plusieurs années, ça s'appelle, parce que c'est parti en fait du booktube anglais, le Mid-Year Book Freakout. Donc, c'est parti d'un compte que je connais pas en fait, je peux pas vous identifier à quelle place c'est parti. Mais ça a tellement été repris entre-temps que finalement tout le monde l'a un peu adapté à sa sauce. Puis moi, en fait, cette année, je vais le faire encore une fois et je vais en fait rester avec ce que j'avais pris en 2023, c'est-à-dire l'adaptation, en fait, la vision de ce fameux tag-là qui était faite par Alex Bouquet-Prada. Elle avait comme traduit les questions, puis il me semble qu'elle les avait un petit peu adaptées aussi. Donc, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos vers sa version à elle, vu que je me suis exactement inspirée de ces questions à elle. Mais bon, comme je vous dis, c'était pas nécessairement elle l'instigatrice, ça fait longtemps que ça roule. Si vous ne savez pas c'est quoi le Mid-Year Book Freakout, c'est simplement une occasion de faire un bilan de mi-année de nos lectures avec un petit peu de statistiques, avec des petites questions qui stimulent la recherche dans nos lectures, dans nos livres lus, pour voir, identifier un petit peu c'est quoi dans le fond les points saillants, les faits saillants, les moments mémorables ou non de notre demi-année de lecture. Donc, c'est parti. Je vais essayer de faire ça le mieux possible. Je vais essayer de pas trop parler vite, mais sachez qu'en ce moment, c'est caniculaire et comme partout sur la palette malheureusement en ce moment, mais en tout cas, en ce moment, c'est très caniculaire. J'aurais pu attendre pour le tourner, mais à un moment donné, je voulais aussi réussir à le mettre en ligne un petit peu dans la bonne période. Et là, j'ai arrêté la clim parce que sinon, vous auriez vraiment eu un bruit de fond terrible. Donc, je vais essayer de tenir le temps que la chambre se réchauffe et que ça ne soit pas trop insupportable. Mais si vous voyez qu'il y a des coupures, c'est peut-être parce que j'ai fait une petite pause pour rafraîchir un peu la pièce avant de continuer. Je suis dévouée quand même, hein, avouez. Alors voilà, donc sans plus tarder, on va faire un petit cours de statistique. Je suis moins statistique. Je le fais parce que je sais qu'il y en a qui ça intéresse. Moi, honnêtement, je suis curieuse, mais c'est pas quelque chose que je regarde tant que ça. Il y a une seule statistique qui m'intéresse vraiment, puis ou deux, puis je vais vous en parler au fur et à mesure. Mais bon, je vais embrasser, comme on dit, c'est en anglais ça. Je vais y aller avec la famille, puis je vais mettre un petit peu de statistiques. Alors, en fait, en date d'aujourd'hui, on est le 13 juillet. J'ai lu 123 livres. Moi, pour information, je mets toutes mes lectures là-dedans, c'est-à-dire je mets autant qu'est-ce qui est livre papier, livre audio, roman graphique, album jeunesse. Habituellement, je lisais beaucoup d'albums jeunesse et de romans graphiques dans le passé. Là, c'est moins le cas. Donc, c'est pour ça que je me mettais toujours un objectif assez élevé par année parce que moi, je mets tout dedans. Pour moi, une lecture, c'est une lecture. Donc, puis là, l'objectif, on s'entend, là. Mon objectif, c'est-à-dire, c'est un souhait de lecture. Une espèce de... Plus comme une inspiration, une espèce de petit but sympathique de garder cette bonne habitude-là. Donc, je m'étais mis 225 lectures, en fait, pas livres, 225 lectures dans l'année. Puis là, je suis rendue à 123. On est dans la mi-année, donc je suis clairement, tout à fait dans les délais, qu'on peut dire, mais je ne me mets pas de pression. Je l'atteins, tant mieux. Je ne l'atteins pas, c'est pas plus grave que ça. En équivalence. Puis là, je me suis promenée entre les trois applications de recensement de lecture que j'utilise parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes façons de recenser les statistiques. Il y en a que c'est des versions payantes ou pas. Puis là, moi, je n'ai pas de version payante. Donc, moi, j'utilise Bookmory pour la recensement un peu plus de de mes lectures en tant que telles, mais ça, c'est pas un réseau, c'est vraiment plus un outil de recensement de lecture. J'utilise The Storygraph, qui est vraiment génial. Mais en version payante, quand on veut des statistiques plus détaillées, c'est sûr que c'est payant, mais j'ai quand même quelques trucs intéressants. Et parce que dans le fond, The Storygraph, que j'aime, c'est qu'il fait vraiment plusieurs nuances que je trouve utiles pour moi dans les statistiques. Puis j'ai quand même regardé un petit peu sur Babelio, mais Babelio, comme ils n'ont pas encore la distinction entre les livres audio puis les livres papier, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être que c'est par... Je sais pas si c'est un statement, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous excuserez, peut-être que c'est pas exact, mais c'est comme ça. Donc, 123 livres, ça donnerait la lecture de 13 992 pages et l'équivalent ainsi que 416 heures, 416,53 heures d'écoute. Donc, c'est les deux ensemble parce que, en fait, j'ai lu 57% de livres papier ou numérique. Je dis papier, mais au numérique, et 43% de livres audio. Ça me surprend un peu parce que j'ai l'impression que je vais toujours vers l'audio, mais c'est possible parce qu'il y en a quand même pas mal que je passe en numérique de toute façon, donc ça pourrait aller. Donc, tout ça ensemble, donc le nombre de pages et le nombre d'heures d'écoute, parce que moi, je me fie là-dessus, parce que je ne vais pas compter en pages des livres que j'ai écoutés, puis je ne vais pas compter en heures les livres que j'ai lus. Donc, ça donnerait ce total-là pour mes 123 livres.
Ça donne à peu près une moyenne de 17,6 livres par mois. Il semblerait que le mois où j'ai lu le plus de livres, c'est le mois de février, avec 23 livres, ce qui est un peu drôle parce que c'est le plus petit mois de l'année. C'est pas grave, j'ai peut-être lu plus de romans graphiques. Sinon, ce qui était drôle, un peu les petites statistiques intéressantes, c'est, bon, évidemment, le ratio livre papier ou numérique versus livre audio, donc livre lu ou livre écouté. Donc ça, 57 encore pour livre lu et livre écouté, c'est 43. Mais à mon avis, ça varie, là. À mon avis, cette année, ça se peut que ça rebouge encore. C'est principalement des livres lus qui sont de moins de 300 pages, donc à 77%. Et puis sinon, après ça, la plus grosse catégorie, c'est de 300 à 500 pages, donc pour 23%. Donc je fais quand même la plupart du temps, c'est des livres la plupart du temps de 250 pages. J'aime bien. Avant, j'étais capable de faire beaucoup de lectures au long cours. Maintenant, je suis capable, mais je me démotive vite, même quand j'aime le livre. Donc c'est pour ça que c'est plus des livres qui sont de moins de 300 pages, mais c'est pas des plaquettes de 90 pages nécessairement, c'est juste qu'ils sont en bas de 300. Sinon, pour les livres audio, c'est aussi des livres, c'est directement proportionnel parce que souvent, ça va être des livres que je vais identifier en format papier ou numérique puis que je vais finalement écouter en audio. Donc, c'est des livres qui font moins de 8 heures en livre audio pour 52% et de 8 à 16 heures pour 42%. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas les mêmes proportions. C'était 77-23 pour moins de 300 puis 300-500 pages puis 52-42. Ben, c'est pas les mêmes repères parce que 300-500 pages, c'est peut-être. Il y en a peut-être que ça va faire moins de 8 heures quand même, puis d'autres plus que 8 heures. Puis il y a aussi le fait que les narrateurs, il y en a qui lisent plus lentement, plus vite, il y en a que j'ai écouté plus rapidement. Voilà. Sinon, c'était l'autre statistique qui m'intéressait. Donc, lecture lue, livre lu, puis livre écouté. Puis sinon, c'était plutôt les lectures, la langue de lecture. J'ai l'impression que je lis vraiment plus en anglais, mais là, ça me dit que j'ai lu 75% de mes livres en français, puis 25% de mes livres en anglais. Ça se peut. C'est possible. Si c'est le cas, je suis contente, mais j'ai mes petits doutes. Je vais vérifier à la fin de l'année. Alors voilà pour la boucle statistique. J'espère que ça vous a plu. Et on va se lancer sans plus tarder dans les fameuses questions parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne ferai pas des critiques longues des livres parce que j'en ai déjà parlé dans les vlogs, mais bon, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Alors, première question. Meilleur livre lu depuis le début 2025. Donc, d'habitude, c'est un, là, mais là, moi, j'ai pas décidé de ne pas choisir. Donc, alors, sans conteste, c'est un livre récent qui s'en vient en premier dans mon année et c'est le fameux Nous de Christelle Dabos que moi, j'ai écouté à l'audio. Donc, dystopie, un peu liée justement au fait qu'on devrait être capable d'exister sans être mené uniquement par notre instinct parce que c'est un monde où tout le monde doit fonctionner selon son instinct, donc sa force en tant que telle, puis on n'a pas le droit de faire autre chose. Je vous en dirai pas plus, mais nous, donc. Sinon, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu, je l'ai écouté en livre audio, c'était vraiment excellent. Puis encore là, on est dans quelque chose d'assez spécial parce qu'on va être dans un roman qui est narré par les chats de l'auteur et par l'auteur. Et ça va faire référence à plusieurs choses, mais particulièrement au deuil d'une parentalité versus une absence de souhait de parentalité, mais aussi au deuil d'une grossesse et tout ça. Donc, mais par le biais du réalisme magique. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Mais c'est Mathias Malzieu. Bon. Sinon, évidemment, j'ai commencé la série de c'est Wayfarer, je pense. Wayfarer de Becky Chambers. Donc, The Long Way to a Small Angry Planet. Donc, premier tome, beaucoup aimé. Ça, c'est vraiment de la science-fiction positive. Pas comme dans Dégoulinant de bons sentiments, mais plus comme dans il y a des problèmes, mais c'est pas toujours sans issue. Il peut y avoir des moments qui sont dystopiques, il peut y avoir des moments qui sont troublants, qui sont confrontants, mais il y a toujours comme une espèce de bienveillance. Je dirais que c'est plus de la science-fiction bienveillante, mais pas nécessairement positive, mais bienveillante. C'est super bien écrit. Donc, voilà, j'ai commencé ça. Ça aussi, je l'avais écouté en livre audio. C'est pour ça que je vous dis, ça me surprend que j'ai la statistique. Non, 57%, ça se peut. Mais en tout cas, c'est pas grave. Il me semble que je l'ai continué en numérique. Et sinon, en dernier, mais non le moindre, le fameux The Wild Robot de Peter Brown, donc qui a été adapté il n'y a pas très longtemps en film, qui est une trilogie, tétralogie, je pense maintenant il y a un 4e tome, mais il me semble que c'est trilogie techniquement, plus un livre compagnon. Donc, Le Robot Sauvage de Peter Brown, j'ai adoré ça. C'est un roman jeunesse, mais en même temps, c'est une science-fiction, dans le fond. C'est un robot qui, l'unité Rossum Unit 7134, je pense, qui va s'échouer sur une île avec une autre cargaison de robots et qui va finalement
être par hasard activé et va se développer. Donc, c'est une intelligence artificielle. J'ai oublié le nom. Mais bref, qui apprend. Qui apprend au fur et à mesure. Donc, il y a un programme, mais qui apprend et qui va en fait se construire en observant en fait la faune qui est là. C'est super touchant, vraiment bien fait. Puis, j'ai vraiment adoré. Donc, The Wild Robot. Donc, voici pour mes meilleurs livres lus depuis 2025. Ensuite, meilleure suite de séries lues depuis début 2025. J'ai eu des bonnes suites de séries, mais celles qui m'ont marqué particulièrement, bien évidemment, c'est celles qui clôturent mes fameux détectives du Yorkshire, donc Dale Detective. Et celui-ci, c'est Date with Destiny de Julia Chapman. Donc, on ferme un petit peu la porte sur l'histoire assez mémorable de Samson et Delilah à Brunncliffe. Je ne ferai pas tout le retour là-dessus. J'en ai parlé en long, en large. C'est une de mes séries de Cozy Mystery préférées, mais Cozy Mystery approfondie, qui a une bonne évolution des personnages et qui auquel, en fait, on a le goût de retourner toujours. On est comme triste parce qu'on veut retrouver les personnages. Il y a des intrigues qui se ferment qui sont conclues en fait à chaque tome, mais il y a aussi beaucoup d'évolutions qui se fait sur plusieurs tomes. Bref, faut pas vous fier à la couverture qui fait comme un petit peu... Mais c'est vraiment excellent. Ils sont traduits en français au complet les 10. Sinon, l'autre suite que j'ai beaucoup aimé, c'est Dead in the Frame de Steven Spotswood. Donc, c'était le fameux l'agence Pentecost et Parker, dont je vous parle beaucoup. Deux femmes, il me semble que c'est je me souviens jamais, c'est la mi-20e siècle. Et c'est Lillian Pentecost qui dirige une agence de détectives uniquement féminine. C'est elle qui la dirige. Et abat à plate couture tous les policiers de l'époque. Et en fait, elle va s'adjoindre une assistante, Will Parker, qui est une jeune femme qui venait du milieu du cirque, qui avait quitté la maison, qui était comme adoptée par la communauté circassienne et qui a finalement été recrutée pour sa vivacité d'esprit, puis le fait qu'elle est vraiment prête à tout, puis elle est débrouillarde. Et elle a été recrutée pour ça, mais aussi parce que Lillian Pentecost, c'est quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment une série qui met de l'avant, oui, des enquêtes uniquement au féminin, avec des personnages atypiques parce que, ben pas atypiques, mais pour l'époque en tout cas, donc la représentation, parce que Will Parker, elle est homosexuelle et elle s'en cache pas trop quand même pour l'époque, même si c'est pas super accepté. Puis c'est le fait aussi que c'est une femme qui dirige une agence de détective qui est super respectée, qui a une maladie, mais qui décide que la maladie va pas l'empêcher de poursuivre les choses, mais qui s'arrange quand même pour avoir un entourage pour l'aider. Donc, voilà pour mes meilleures suites de séries lues depuis début 2025. Ensuite, vous allez voir que je baisse les yeux, mais parce que je ne retiendrai pas ça tout par cœur. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne peut pas se faire. Ensuite, les nouveautés de 2025 que j'ai trop hâte de lire. Donc, c'est des livres qui sont déjà parus en 2025, mais que je n'ai pas encore lus, mais que j'ai vraiment hâte de lire. Donc, c'est sans surprise le plus récent Pierre Jojo Pulissi. Qui fait partie de la série qui implique, je me souviens pas les noms, Eva, Mara et Strega. Donc voilà, celui-là, c'est le plus récent, mais j'ai encore un tome à lire avant de me rendre à celui-là. Donc, il est paru, si je me souviens bien, il me semble qu'il est paru en cours d'année ou fin 2024. Bon, mettons que 2025, c'est pas grave, ça compte. Puis, il est encore en grand format, donc je l'achèterai juste quand il va sortir en format poche parce que j'ai pas les budgets pour acheter du Gunmaster 9. Québec, c'est quelque chose quand même. Mais voilà, super hâte de lire, même s'il est déjà paru, il est dans les plans. Ensuite, des parutions à venir en 2025 que j'ai trop hâte de lire. Ben, en fait, c'est des livres que j'ai même précommandés. C'est des livres d'auteurs que j'aime beaucoup suivre et qui ont décidé à l'automne de se commettre encore. Donc, sans surprise. En fait, pas sans surprise, je pensais pas qu'il allait y en avoir un autre, mais il y a un tout nouveau Elizabeth George qui va sortir. Il me semble que c'est en novembre. Ça s'appelle Slowly Dying Cause. Donc, précommandé. J'ai pas eu la 4e, je veux le lire. C'est encore Inspector Lindley et Sergeant Avers. Sinon, le tout nouveau John Irving aussi, qui est Queen Esther. Et il me semble que c'est un livre qui va se passer
en amont de The Cider House Rules. Donc, l'œuvre de Dieu, la part du diable. On va retrouver l'orphelinat qui est là aussi. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. C'est sûr qu'on sent que John Irving, là, il commence un peu à réécrire ses romans, là, comme le plus récent de la Shirley. C'était un mélange de plusieurs choses, en fait. Là, mais là, celui-là, je pense que c'est ouvertement quelque chose qui se passe vraiment en amont de Cider House Rules. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et bien, il y a un nouveau Tom Gold que j'aime beaucoup. Et ça s'appelle Physics for Cats. Tom Gold, des chats, vraiment trop hâte. Donc, si vous ne connaissez pas Tom Gold, c'est un dessinateur de comics, donc de strip, qui est super intéressant, qui joue beaucoup dans le milieu littéraire et science-fiction. Puis il y a des bandes qui sont disponibles en ligne, mais là, dans le fond, c'est des recueils absolument. Là, c'est bandes dessinées avec une thématique spécifique. Donc, voilà pour ce qui s'en vient que j'ai hâte de lire. Et enfin, on va y aller avec, plus grande déception depuis début 2025. Est-ce que j'ai eu des grandes déceptions? Je ne le sais pas. Je trouve ça un peu délicat de dire grande déception, mais je dirais que il y a 2 auteurs que j'aime beaucoup, dont j'ai lu les plus récents opus, puis que ça a été pour moi des lectures correctes, mais pas des coups de cœur, puis j'étais un peu déçue que ce ne soit pas des coups de cœur, donc on va y aller comme ça, disons, parce que j'ai pas eu des grandes déceptions. Alors, à ma grande surprise et un petit peu, tout le monde aime Clara de David Fuenquinos. J'ai pas tout à fait réussi à embarquer autant que je voulais. C'est spécial, là, c'est vraiment une structure qui est spéciale. Le sujet qui est abordé, la façon dont c'est abordé, j'en dirai pas beaucoup parce que on peut facilement divulgacher. Mais je sais pas, ça m'a tenu à distance encore une fois, donc c'était pas mauvais, mais c'est comme si ça n'a pas cliqué, puis ça m'a un petit peu déçu. Sinon, le plus récent, Craig Thompson, qui est comme la gigabrique, qui s'appelle Ginseng Roots. C'est dur à dire d'avoir une opinion là-dessus parce que il me semble que c'est une autofiction ou une espèce de docu-fiction qui fait référence à son enfance quand il était proche des plantations de ginseng puis qu'il a travaillé gros là-dedans. Et c'était super chargé. Craig Thompson, je l'ai connu avec Blankets, entre autres, puis Habibi. Puis on dirait que là, il a voulu mettre beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et puis tout ce qui était le côté humain un peu, qui n'était pas nécessairement le récit, mais juste le côté humain, on dirait que c'était tellement chargé visuellement que ça a été laborieux pour moi de me rendre à la fin. Puis pourtant, c'est vraiment pas quelque chose qui arrive souvent pour Craig Thompson. Donc, c'est pas mauvais, mais pour moi, ça l'a pas fait. Et finalement, ça, c'est pas une autrice que j'avais déjà lue, mais c'est une autrice pour laquelle j'avais, je sais pas pourquoi, beaucoup d'attentes. Ben, je sais pas pourquoi, je le sais, là. Parce que ce qu'elle proposait, c'est quelque chose qui avait l'air de potentiellement qui pourrait me plaire. Donc, c'est Pip Williams avec son The Dictionary of Lost Words. Donc, ça se passe à Oxford. C'est l'histoire du dictionnaire d'Oxford, comment il a été créé et tout. Puis, il y avait une promesse, justement, de un peu les coulisses de création de dictionnaire, la place de la femme dans la société, mais j'ai pas été capable. Pourtant, j'ai passé un moment, j'ai regardé, j'ai mis finalement un 4 sur 5, mais pour tout ce qui n'était pas l'héroïne principale, finalement. Puis, parce qu'elle m'a tapé ses nerfs tout le long. Elle était comme géniale, puis en même temps, il se passait plein de choses, puis elle prenait des décisions qui étaient super intéressantes, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à sortir de la tête de son nombril, puis ça m'a vraiment énervée, puis ça m'a déçue parce que je voulais aimer Pip Williams, puis on dirait que là, ça l'a pas fait. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais ça m'a déçue. Sinon, plus agréable surprise depuis début 2025. Donc, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est une autrice absolument dont j'aime l'œuvre, mais c'est pas toujours des coups de cœur, mais c'est celui-ci, Plain Jane and the Mermaid de Vera Brosgol ou Brojol. Quand je l'ai regardé, pour moi, ça ressemblait à quelque chose d'un peu, je ne sais pas si vous avez déjà connu Vera Brojol, mais c'est un petit peu cartoonesque. Souvent, habituellement, c'est plus anecdotique, c'est des choses qui se passent dans la réalité, mais là, on est un peu sur une relecture des contes. C'est super intéressant. Ça va beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on pense. Ça va repenser justement tout ce qui est stéréotype de contes de fées. C'est pas toujours tout à l'eau de rose et tout. En même temps, c'est un clash parce que le visuel est super comme joyeux. Il donne un petit peu le côté justement tout lisse et tout. Mais en même temps, il se passe beaucoup de choses dans ce roman-là, dans ce roman graphique-là en arrière-plan. Fait que ça a été une super bonne surprise pour moi. Dans le sens où je ne m'attendais pas grand-chose de ça. Finalement, c'est devenu quelque chose de marquant pour moi dans mon année. Donc, voilà. J'en ai mis d'autres, il me semble.
j'ai mis, oui, ben, la découverte d'un auteur, ben, pour moi, en fait, c'est peut-être pas, ça sera pas nécessairement mon auteur favori, mais j'ai découvert Jean Echenoz avec Bristol, que j'ai écouté un livre audio que j'avais trouvé vraiment savoureux. C'était un livre qui est déroutant. Je sais pas, sur le coup, j'étais pas trop sûre même d'avoir compris tout ce qui s'était passé, mais j'ai vraiment aimé cette plume-là qui était comme agile, puis un peu cynique, puis un peu humoristique, puis je la connaissais pas du tout, puis ça a été pour moi une belle découverte, puis c'est vraiment par hasard parce qu'il était dans les livres audio acquis récemment par la bibliothèque auquel je suis abonnée. Donc j'ai regardé, j'ai vu, j'ai dit « Ah oui, Jean Echenoz, ça fait longtemps, je voulais en lire un », mais bon, je sais même pas si c'est typique de sa plume, mais voilà. Sinon, j'ai un autre auteur que j'ai découvert, c'est Robert J. Lloyd, donc avec The Bloodless Boy, je pense que c'est une trilogie ça aussi. Puis c'est un auteur qui nous propose une enquête qui se passe, je me souviens plus, voyez-vous, ça fait un petit bout quand même, mais c'est une enquête historique. Puis j'ai trouvé que si c'était dense, c'était vraiment comme un roman historique avec un mystère en plus, donc c'est vraiment faut s'atteler avec les notions historiques qu'il y a là. C'est des choses que justement, la seule chose qui a fait que peut-être j'ai pas eu un coup de cœur, c'est que c'était un peu laborieux pour moi dans le sens qu'il y avait des notions que j'avais vraiment pas. Mais j'ai trouvé que c'était une super plume, une plume qui attise la soif de connaissances, puis en même temps qui nous propose vraiment une enquête qui est attrayante et qui est pas évidente à deviner et tout ça. Puis ça m'a donné le goût de poursuivre en fait de lire son œuvre, de poursuivre dans la lecture de son œuvre. J'essaie juste de voir si je peux en arriver à vous en dire plus sur The Bloodless Boy, mais ouais, c'est ça, ça se passe à Londres. Oui, c'est ça. Ça se passe à Londres, je vais la voir, en 1678, puis ça se passe alors que, dans le fond, il y a eu... le gouvernement a pris le pied sur la monarchie, dans le sens où la monarchie est encore là, mais est plus décisionnelle. Puis, bien, dans le fond, ça se passe au moment où il y a une révolution pendant que Charles II essaie de rétablir la monarchie. Alors, malgré le fait que le gouvernement est mené par Cromwell. Puis, c'est aussi la naissance un peu de tout ce qui est science ou sciences occultes et tout ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et j'en avais un autre, il me semble. Ah oui. Mais c'est une super surprise. En même temps, je n'étais pas si surprise parce que c'est une créatrice que j'aime vraiment beaucoup, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis ça a été dur comme lecture, mais le visuel de cette créatrice-là, oh là là. Donc, c'est l'adaptation en roman graphique de Sa Majesté des Mouches de William Golding par Aimé de Young. Si jamais vous l'avez jamais lu, ça m'a donné le goût de le lire en roman aussi, parce que pour voir à quel point, mais le visuel de ça, c'est troublant, c'est beau en même temps, c'est prenant. Vraiment, ça m'a marqué, puis c'était une surprise pour moi parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur que ce soit peut-être un peu trop chargé, parce que c'est quand même quelque chose qui a été écrit il y a un certain temps, puis des fois quand on fait des adaptations en roman graphique, ça passe pas toujours, donc voilà. Sinon, ben là, ça, c'est un peu difficile, mais bon. Nouvel auteur ou autrice favori ou favorite en 2025. J'en ai découvert plusieurs, vous avez vu, je suis dans une phase où j'aime ça découvrir des nouveaux auteurs, mais je dirais que une autrice pour la jeunesse qui m'a marqué, que ça fait longtemps que j'ai vu passer, mais je n'avais jamais lu. J'ai trouvé que c'était comme une plume que j'ai vraiment envie de découvrir pour la suite. Et c'est Jennifer L. Holm. J'ai découvert avec le premier tome de sa série qui commence par The 14th Goldfish. Donc, c'est du roman middle grade, donc 9-12 ans, et on va suivre une jeune fille qui a une réalité particulière à la maison, puis comment elle va un peu se dépatouiller de tout ça. Mais c'est vraiment un livre de, je sais pas, agile, puis poétique, puis juste en même temps, qui aborde des choses difficiles, mais qui quand même permet de l'aborder pour la jeunesse. J'ai vraiment aimé ça, assez que je me suis commandé un autre titre d'elle qui n'a absolument aucun rapport, mais qui est The Lion of Mars. Donc, ça se passe dans l'espace et je sais pas si... Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien. Et c'est un jeune garçon qui habite sur Mars et qui comme tout le monde, mais que il va avoir un virus qui va surgir dans la communauté où est-ce qu'ils sont. Et puis, le jeune garçon et les autres enfants vont être les seuls qui vont survivre. Puis ça va être au jeune garçon à essayer de faire avancer les choses. Donc, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ça va se régler, surtout avec la plume de cette autrice-là. Et oui, c'est ça. Et dans le fond, les autres auteurs, autrices que j'aime vraiment dans 2025, c'est tous les auteurs et autrices de la série Micro chez La Courte Échelle.
Je vous en ai parlé systématiquement. Il n'y a pas une de leurs publications que j'ai pas aimée. Je les ai écoutées en livre audio, je les ai lues en livre numérique ou en livre papier. C'est hyper bien écrit. C'est des courts romans chocs sur des sujets qui mettent de l'avant, qui sont mis de l'avant par des adolescents, qui ne sont pas nécessairement des sujets qui sont uniquement reliés à l'adolescence, mais qui sont mis de l'avant par des adolescents, je dirais plus fin adolescence, disons. Et c'est tellement un langage parlé, un langage d'émotion, une capacité à faire réfléchir le lecteur, un langage qui fait pas « je suis un adulte qui veut écrire pour les jeunes ». À date, j'ai aucun titre qui m'a vraiment qui m'a déçu. Donc, vraiment, tous ces auteurs, autrices-là, je vais essayer de vous mettre les couvertures ici. Ça va être mes nouveaux auteurs favoris en 2025. Sinon, nouveau personnage favori en 2025, bon, c'est rare que j'en ai, mais je vous dirais que c'est Unit, non, c'est quoi? C'est de Rosum Unit 7134 de The Wild Robot, ce fameux robot apprenant que j'ai trop adoré. Oh, on a le goût de l'avoir avec soi comme ami. Sinon, livre lu en 2005 qui m'a fait pleurer pour différentes raisons, en fait. Donc, j'en ai un seulement avec moi, les autres, je les avais empruntés à la bibli. Donc, le plus récent, Fanny Britt. Donc, Bonjour mon cœur de Fanny Britt, qui est l'histoire d'une jeune femme qui a 14 ans et qui vit de l'anxiété. Mais elle ne sait pas exactement ce que c'est encore. Donc, on va la suivre alors qu'elle est en vacances puis qu'elle va essayer de se sortir des choses, puis qu'elle va vivre de l'anxiété puis qu'elle n'en a pas parlé à personne vraiment ou qu'elle n'est pas capable d'en parler à personne. Puis comment ça va affecter sa vie, comment ça va affecter son quotidien. On n'est pas dans le drame, on est vraiment dans vivre l'anxiété de l'intérieur, en même temps ressentir aussi le souhait, le désir profond d'un ado de vivre, de continuer à vivre. Moi, ça m'a fait pleurer pour des raisons personnelles, mais c'est hyper bien écrit. Donc, si jamais vous voulez, techniquement, c'est un livre pour ados, mais ça s'adresse à tout le monde, à mon avis. Mais c'est quand même pensé pour un public ado. Donc, Bonjour mon cœur de Fanny Britt. Ensuite, le roman graphique, le roman autobiographique Mom de Catherine chez Pau Pau, où on va suivre une jeune femme qui va accompagner sa maman qui a une maladie de dégénérescence, dans le fond, vers jusqu'à ses derniers jours dans un centre, un genre l'équivalent d'un CHSLD. C'est super touchant, le visuel est intéressant parce qu'il n'est pas commun, il est un peu échevelé, il est un peu surréaliste. Le fait que justement on se permette un petit peu d'aller au-delà de l'anecdotique ou du réel, ça nous permet de vraiment centrer sur l'émotion. On n'est pas dans le misérabilisme de, disons, la fille qui s'occupe de sa mère, au contraire, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui va banaliser la situation, donc ça. Et enfin, le fameux Quand j'ai froid de Valentine Choquet, qui est l'histoire d'une jeune femme qui va se lier d'amitié avec une personne âgée qui habite dans son immeuble et qui va l'amener faire des tours et tout, et qui va être témoin en fait du moment où elle va commencer à perdre ses souvenirs. Mais c'est le visuel, il me semble que c'est une BD sans texte. Oui, c'est une BD sans texte. Donc, c'est ça qui m'avait marqué, c'est tellement touchant. J'ai pleuré à cause de la narration visuelle, c'est pour vous dire, c'est du sans texte. Si vous n'avez jamais lu ça, ça vaut la peine. Encore là, on n'est pas dans quelque chose qui volontairement cherche à faire pleurer le lecteur, mais c'est juste tellement juste, puis ça transporte tellement bien les émotions, puis potentiellement les points de vue de chacun des deux protagonistes, donc la personne qui passe ses repères, puis l'autre, qui n'est pas nécessairement en panique, la personne qui passe ses repères, mais en même temps un peu, mais on ne mise pas sur le chaos, on mise plus sur l'état un peu de prise de conscience ponctuelle, puis pour l'autre personne, ben, c'est la force d'un lien qu'elle n'avait peut-être pas prévu. T'sais. Donc, voilà. Et, bon, un livre lu en 2025 qui m'a fait sourire, le seul qui me vient en tête en ce moment, alors qu'il y en a plein que j'ai lus qui m'ont fait sourire, mais c'est le plus récent de Frédéric Lenormand, qui est le premier tome des enquêtes d'Hortense Lechat, premier coup de griffe. On est vraiment dans quelque chose qui est un bon divertissement. On est avec un roman qui joue sur les préjugés qu'un peuple peut avoir sur un autre. Donc, c'est une Française qui débarque à Londres, qui veut ouvrir une agence de détective et qui va s'associer avec des gens, des employés qui sont typiquement britanniques et qui ont une opinion qu'on pense typiquement britannique des Français. Et la Française arrive là en ayant pratiqué son anglais avec un anglais du Moyen-Âge, donc avec des préjugés qui sont pas nécessairement du temps de l'Angleterre, du moment où est-ce qu'elle arrive. C'est vraiment drôle.
Puis en même temps, il y a une enquête qui est fort intéressante, donc ça m'a fait vraiment sourire. Enfin, le livre le plus beau, ben il y en a plein, mais le livre le plus beau reçu ou acheté, mais je dirais que c'est celui-là parce que je l'ai reçu. C'est un de mes amis qui a osé m'offrir ça, puis c'est drôle parce que je l'avais réservé à la bibliothèque. Puis j'étais en attente, puis il me l'a offert alors qu'il ne savait pas du tout que je l'avais réservé. Et c'est ce beau roman graphique-là qui s'appelle Globe Trotteuse. Le Tour du monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland. C'est par Voloeil et illustré par Rochelot. Donc j'ai adoré ça. C'est un visuel qui est assez audacieux. Et on va vraiment faire un tour du monde de deux points de vue. De deux points de vue. Donc Nelly Bly, la journaliste qui a décidé de secouer un peu les repères de l'époque en disant c'est pas vrai que c'est juste des journalistes masculins qui vont pouvoir faire le tour du monde. Puis son but, c'était de battre Jules Verne. Puis, dans le fond, Elisabeth Bisland, qui était une chroniqueuse mode, il me semble, puis qu'on va comme pousser, parce que c'est un journal concurrent, à justement s'impliquer là-dedans. Et parce que son journal à elle veut que quelqu'un fasse compétition. C'est super bien fait. Puis la narration visuelle de Julie Rochelot, juste. Donc, et c'est quel objet tellement beau, là. Merci, René! Donc, voilà. Et enfin, livre que je dois ou je dirais lire d'ici la fin 2025. Je vais vous les montrer en rafale. J'en ai plein d'autres, mais en ce moment, aujourd'hui, le 13 juillet, c'est la journée. C'est ça que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. Donc, tout d'abord, le plus récent, Sarah Lalonde, Morte Rose, que j'avais connu avec son Trash anxieuse, qui était excellent, qui abordait l'éco-anxiété. Et puis, dans celui-là, ici, on est avec, encore une fois, le lien de une jeune fille avec la mort annoncée de sa grand-mère, donc la relation au deuil qui s'en vient. Donc, je me fie à la plume de Sarah Lalonde, qui habituellement est très... est comme sur le rough, mais elle sait tellement dire les choses. Fait que j'ai hâte. Je vais me mettre à jour dans ma série de Pierre Giorgio Polixi, donc La 7e lune, qui est le tome tout juste avant Stella. Donc ça, j'aimerais bien ça l'avoir lu, qui est à lire Stella peut-être en 2026. J'aimerais poursuivre ma série de Wayfarer de Becky Chambers avec le 2e tome, qui est A Close and Common Orbit. Donc, les aventures qui se poursuivent avec les mêmes personnages, évidemment, que dans le tome 1. J'aimerais aussi poursuivre cette série de mangas qui, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans le livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui est chez Rue de Sèvres dans le label Le Renard Doré et dont j'ai lu le premier tome qui m'a vraiment touchée, qui est une espèce de manga un peu inspiré du Petit Prince, mais dans une autre un peu façon de voir les choses. Ça s'appelle Planetarium Ghost Travel. Donc, je suis rendue au tome 2. Puis, il me semble que le tome 3 est sorti. Mais c'est tellement beau. C'est un manga qui propose vraiment un visuel qui n'est pas chargé. Puis moi, c'est ça, en fait, qui fait mon bonheur. Et enfin, ben, c'est tout récent que je l'ai acheté. Donc, un roman, une biographie romancée. Donc, de Agatha Christie, Êtes-vous surpris? Par Natacha Henry. Donc, c'est Devenir Agatha Christie. Et ça va se concentrer sur la période qui était pendant la Première Guerre mondiale où Agatha Christie va travailler dans un hôpital. Puis elle va finir par connaître enfin tous les poisons qui vont l'inspirer éventuellement après pour faire, quand elle va faire ses premiers romans policiers. Voilà. J'ai réussi! Alors, super longue séquence, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire s'il y a des livres là-dedans que vous avez lus, que vous avez aimés, que vous avez détestés, que vous voulez lire. Est-ce qu'il y a des livres que vous me suggérez? Est-ce qu'il y a des livres que vous pensez que je devrais lire en premier? Gênez-vous pas, c'est parti. Alors, merci d'avoir été avec moi, puis on se dit à la prochaine!